Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la matière. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'interaction faible pour avancer un peu dans notre modèle de la physique des particules et des quatre grandes interactions. Et le problème c'est qu'en voyant mes vidéos je me suis rendu compte que j'avais présenté l'antimatière, notamment la vidéo précédente, de manière un peu bâtarde et peu intuitive. Et j'ai décidé de faire un petit résumé, disons sans rentrer dans les détails parce que ça sera présenté dans une vidéo future où on fera un récapitulatif assez général des quatre interactions et des particules liées au modèle standard, mais juste rapidement pour expliquer ce que ça peut être. Alors en pratique, chaque particule donc de petite taille, particules élémentaires et même les atomes, existent comme quelque part sur un reflet, un miroir, ont un penchant d'antimatière, d'antiparticules. Et donc, tous les éléments que vous connaissez classiquement, tels que les électrons, ont une antiparticule qui va être le positron, ou même un atome tel que l'hydrogène, ont un atome associé ou un antiatome associé qui est l'antihydrogène. D'ailleurs, il y a des études en ce moment sur le CERN qui ont été menées de manière à mesurer la charge de cet atome qui est censé être nul, puisqu'en fait la charge d'une antiparticule est l'inverse de la charge d'une particule. Donc par exemple le positron a une charge élémentaire de 1 plus 1, contrairement à l'électron de moins 1. Et l'idée c'est qu'à la base de notre univers, en général on assimile ça à la théorie du Big Bang, il y avait à peu près autant de matière, même exactement autant de matière que d'antimatière. Et au fur et à mesure, l'une des grandes questions que les scientifiques se sont posées, c'est pourquoi aujourd'hui, dans ce qui nous entoure, il n'y a quasiment que de la matière, quasiment plus d'antimatière, même si certaines réactions liées à différentes interactions, entre autres l'interactions faible qu'on va voir aujourd'hui, sont capables de produire de l'antimatière. Elle disparaît quasiment instantanément dans la mesure où on a beaucoup plus de matière. Et en fait, une particule d'antimatière, lorsqu'elle rencontre une particule de matière, elles vont interagir ensemble et avoir tendance à s'annihiler. Et l'ensemble de l'énergie de ces deux masses va tout simplement être émise sous différentes formes, entre autres de la chaleur et principalement des photons gamma, euh, donc sous forme électromagnétique. Donc on reparlera de l'électromagnétisme dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quasiment toutes les particules ont une antiparticule qui va avoir des propriétés similaires, mais une charge opposée. Et certaines particules sont en fait leurs antiparticules, c'est le cas du photon, et c'était le cas du gluon qu'on avait vu dans la vidéo précédente sur l'interaction force, qui explique que le gluon en tant que tel peut interagir à la fois avec la matière et l'antimatière, puisque c'est à la fois une particule et une antiparticule. Certaines particules par contre ne sont pas, certains bosons en particulier ne sont pas leur antiboson en quelque sorte. C'est le cas par exemple de l'interaction faible qu'on va voir aujourd'hui. Pour rentrer dans le vif du sujet, à savoir l'interaction faible, aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo un peu plus qualitative, c'est quelque chose d'assez compliqué. En vérité, les premiers prémices de l'interaction faible ont été posées par Enrico Fermi aux alentours de 1930 il me semble. Et plus tard, dans les années 50-60, on a développé une théorie qui s'appelle la théorie électrofaible et qui a tendance à réunir dans un même champ quantique, puisqu'on est à l'échelle quantique, à la fois l'interaction faible et l'interaction électromagnétique. Et pourquoi pas plus tard, si on arrive à avoir une description précise de la gravitation, on espère pouvoir la réunir dans une même théorie. Donc en fait, le modèle qu'avait proposé Fermi était assez bon, voire très bon pour les énergies faibles. Et puis on se rend compte qu'on ne peut pas décrire correctement l'interaction faible à haute énergie et que le champ électromagnétique rentre forcément en compte. Alors on va voir aujourd'hui quelque chose de particulier avec cette interaction, c'est qu'elle possède trois bosons de jauge, trois bosons qui vont être vecteurs de l'interaction et non pas un comme pour l'électromagnétisme qui est le photon ou comme pour l'interaction forte qui était le gluon. À savoir ces bosons, ça va être le boson à W+, W- et Z0 correspondant à en fait un transfert entre guillemets de courant, un courant électrique positif, négatif et un courant neutre pour le boson Z0. Et la particularité de cette interaction, c'est que les bosons qui transmettent cette interaction sont très lourds bon, à l'échelle des particules, mais c'est pas le cas des autres bosons. En fait, le graviton qu'on vient de découvrir, on suppose qu'il a une masse nulle, c'est le cas également du photon, et probablement plus ou moins des gluons, alors que ces bosons W et Z ont une masse plus lourde de plusieurs ordres de grandeur.
par rapport au noyau, pour vous donner une idée donc, de plusieurs nucléons. L'interaction faible, elle est principalement connue pour ce qu'on apprend à l'école comme la désintégration bêta, mais ce serait un des facteurs qui explique la prédominance aujourd'hui de la matière sur l'antimatière. Et en fait, heureusement que la matière prédomine sur l'antimatière, parce que nous sommes entièrement faits de matière, et lorsque, je vous l'ai dit, il me semble, la matière rencontre l'antimatière, produit un choc, elles ont tendance à s'annihiler et à émettre une forte énergie, notamment sous forme de photons. Donc en fait, s'il y avait autant de matière que d'antimatière, notre corps serait entièrement désintégré instantanément par notre anticorps qui passerait par là. Alors l'interaction faible, qu'est-ce qu'elle a de spécial par rapport aux autres interactions? C'est une interaction en fait qui sert à la matière pour se transformer. Quand la matière a envie de se transformer, elle fait appel à l'interaction faible. Mais l'interaction faible, en fait, elle fait tout le temps la liaison entre deux particules fondamentales et, à plus grande échelle, du coup, entre deux particules tout court. À savoir le quark down et le quark up. Et changer un quark down ou un quark up, et vice-versa, ça revient au même que de changer un proton en un neutron. Cette interaction, elle a aussi lieu entre les électrons et les neutrinos, et entre les positons. Les positons, c'est l'anti-électron, et les antineutrinos, donc l'antineutrino, à savoir électronique, parce qu'on verra plus tard qu'il y a plusieurs types de neutrinos, parce qu'en fait l'électron n'est pas le seul lepton négatif, il y a ce qu'on appelle le tau et le muon, qui sont en fait des sortes d'électrons de charge élémentaire, mais de taille beaucoup plus gros, plus massif. Alors, ce qu'est de particulier, cette interaction, c'est qu'elle agit pour transformer la matière via ces bosons vecteurs qui sont le W+, et W-. Puis il y a également une interaction Z0, dit de courant neutre, qui elle ne peut pas changer ce qu'on appelle la saveur d'une particule. La saveur, c'est son type. Ce que je vais faire, c'est vous présenter ce qu'on a tous appris à l'école, la désintégration bêta, bêta- et bêta+, mais dans son réel système de fonctionnement avec l'intervention de ce boson de jauge qui est le W- ou le W+. On va commencer avec la désintégration bêta qui fait intervenir un boson W-. Et donc nous, ce qu'on a appris, c'est que la désintégration bêta, elle se formule comme ça. Voilà un atome. Donc ici, j'ai présenté le cobalt. Il va perdre un neutron pour se transformer en proton. On voit que ça passe de 27 à 28, mais le nombre de nucléons reste fixe, en émettant un électron et un anti-neutrino électronique. Alors, on comprend assez facilement pourquoi, quand on fait ça, il faut émettre un électron, puisqu'on voit qu'on a une charge plus en plus, un proton en plus. Pourquoi il faut émettre un antineutrino électronique en plus de l'électron? C'est un peu particulier et je l'expliquerai entre autres sur le cours sur l'antimatière. Mais l'idée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un nombre leptonique lié aux leptons. Et les leptons, c'est entre autres les électrons et les neutrinos et leur famille. Et l'idée, c'est que ce nombre leptonique, il faut le conserver. Ici, il est de 0, on n'en a pas de leptons. Ici, on en ajoute un avec l'électron, donc il faut en enlever un via un anti-lepton, donc un antineutrino électronique. Donc c'est de là que vient ce fameux neutrino, qui est d'ailleurs quelque chose qui a été découvert bien plus tard, et qu'on a expliqué par le fait que lors d'une désintégration bêta, justement, les deux particules émises, qui pouvaient être donc l'atome et l'électron, ne partaient pas parfaitement dans un sens opposé. Or, il faut qu'il y ait conservation de l'impulsion. Et donc, il y avait besoin d'une intervention d'une troisième particule qui vienne emmagasiner cette partie d'énergie supplémentaire. Et c'est comme ça qu'on avait prédit l'existence du neutrino, et puis plus tard, on s'est rendu compte via le modèle qu'il existait en particulier des relations entre les leptons. Donc, le fait que j'en rajoute un, il faut que j'en enlève un. Donc, c'est comme une conservation de la charge, mais c'est une conservation du nombre leptonique. Donc ça, c'est l'équation qu'on apprend à l'école. En pratique, ça se traduit tout simplement par la transformation d'un neutron en proton. La charge plus va être annulée par l'électron, et la charge leptonique positive, donc un lepton, va être annulée par une charge antileptonique, un antilepton, donc un antineutrino, et ici électronique, puisqu'on a fait intervenir un électron. Alors en pratique, qu'est-ce qui se passe réellement? En pratique, tout se passe à l'intérieur du neutron, qui va se transformer en proton, et le neutron, on sait que c'est deux quarks down et un quark up. Pour le transformer en proton, il faut transformer un quark down en un quark up. Et ce qui se passe, c'est que le quark down, lui, qui a une charge de moins 1 tiers. Et si je le transforme en quark up, qui a une charge de 2 tiers, j'ai fait une différence de charge de plus 1. Donc il faut que je fasse intervenir une particule qui a une charge de moins 1. Et la particule qui va intervenir ici, ça ne va pas être directement un électron, ça va être ce fameux vecteur d'interaction. Et ces vecteurs d'interaction, ils ont des durées de vie très courtes.
et ils vont quasiment instantanément se dissocier et évoluer vers un électron, donc l'antineutrino électronique. Alors, cette interaction faible, elle a une durée de vie très courte et elle est à très courte échelle, principalement par le fait que, et c'est un cas particulier de l'interaction faible, son vecteur d'interaction, donc le W- ici, et ça sera pareil pour le W+, est très lourd. Et quand je dis très lourd, c'est très lourd. C'est-à-dire que le W, il a une masse de l'ordre de 80 GeV. Alors, on parle de masse en énergie, c'est lié au fait qu'en fait E égale mc2, donc en réalité il faudrait diviser par c carré, hein. Donc sa masse c'est 80 GeV par c carré. GeV étant le gigaélectronvolt, et l'électronvolt l'énergie associée à un électron dans un potentiel de 1 volt par définition. Donc je vous laisse un peu vous rendre compte un peu de ce que ça fait. Mais en échange du fait qu'elle est très lourde, cette particule elle peut se déplacer dans une distance très faible, elle va très vite interagir et donc elle a une portée d'interaction très faible, environ 10 puissance moins 18 mètres. Donc pour la désintégration de β+, ce qui se passe c'est à peu près la même chose, sauf que cette fois j'ai pris l'exemple du fluor 18. Alors il faut savoir qu'un fluor c'est un numéro atomique de 9, donc il y a 9 protons, et de l'oxygène 18, donc l'oxygène a un numéro atomique de 8, ça veut dire qu'un oxygène 18 en fait a 8 protons et 10 neutrons. Et ce qui se passe c'est que là du coup, on va transformer, à l'inverse de transformer un neutron en proton, on va transformer un proton en neutron. Donc forcément, on a une charge plus à conserver, donc on fait apparaître un positron, un anti-électron, ou un positon, on dit positron ou positon. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut conserver le nombre leptonique, donc on a fait apparaître un anti-lepton, il va falloir faire apparaître un lepton, et donc un neutrino, et du coup électronique, du fait qu'on est sur un électron. Et donc d'un point de vue du noyau, qu'est-ce qu'il se passe? C'est l'inverse, c'est la transformation d'un quarks up en quarks down, et on a besoin d'une charge plus ici à droite, puisqu'on perd une charge plus, on avait une charge de plus 2 tiers, on a une charge de moins 1 tiers, donc on fait intervenir ce vecteur d'interaction W+, de telle sorte que W+, va très vite se dissocier en positon et en neutrino électronique. Ça c'est ce qui se passe dans la nature. Et alors si je veux représenter ça par des jolis dessins, ça donne ça. Voilà, donc on a neutron devient proton, en émettant un électron et un neutrino électronique. En pratique, quark D devient quark U avec électron et antineutron via une interaction par boson W-, et ici via une interaction par boson W+. A noter qu'il y a des cas où l'électron n'est pas émis en dehors de l'atome, mais directement gardé. C'est le cas où en fait les particules sont excitées et il y a une orbitale libre apportée pour l'électron. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous présenter maintenant ce qu'on appelle les diagrammes de Feynman. Donc c'est l'outil principal, fondamental du physicien quantique, donc du physicien des petites particules. Et en fait, ce qu'a proposé Richard Feynman, c'est de présenter ces interactions sur des diagrammes sur lesquels on a une base de temps et une base d'espace plus ou moins. Donc on voit en fait la base d'espace par les flèches où se déplacent les particules. Et donc ici, on a représenté la transformation d'un neutron en proton avec l'émission d'un électron. Donc si vous avez suivi précédemment, c'est exactement ce qu'on avait là. C'est ce qu'on appelle une désintégration β-. Donc la représentation de Feynman dans une désintégration de β-, c'est le quark up et down du neutron ne vont pas changer, puis un quark down va évoluer en quark up en émettant un traceur W-, donc un vecteur d'interaction W-, qui va très vite se désintégrer en électron et en antineutrino électronique. Donc voilà. Donc ensuite, je peux vous présenter ce que ça donne avec une autre interaction avec un W+. Donc bien sûr, je n'ai pas choisi la désintégration β+, puisqu'on en a parlé, mais c'est le cas d'interaction entre une particule, un neutrino électronique et un muon. Et alors ce qui se passe, c'est que via un W+, le muon qui est chargé plus va émettre sa charge plus, transformer ce neutrino électronique qui n'était pas chargé en positon, et en perdant sa charge plus, va se transformer en neutrino muonique cette fois, puisqu'il est associé à un muon. Donc un neutrino d'énergie plus forte que le neutrino électronique qu'on a vu ici, enfin, si c'était l'antineutrino. Petite parenthèse tout de même, on ne sait pas encore si l'antineutrino et le neutrino sont la même particule, si elles sont elles-mêmes antiparticules. C'est encore en discussion chez les scientifiques, sachant que je vous ai dit que certaines particules sont leurs propres antiparticules, c'est le cas du photon. Une des conditions fondamentales, et vous avez dû vous en rendre compte j'imagine, c'est que pour être sa propre antiparticule, il ne faut pas être chargé. L'électron ne peut pas être sa propre antiparticule, puisqu'une antiparticule par définition a une charge opposée.
donc ça peut être que le positon chargé plus. Mais il se trouve que les neutrinos sont de très faible masse et ne sont pas chargés, ce qui pourrait tendre à penser, et ça reste à démontrer, que le neutrino et l'antineutrino sont en fait la même particule, et que le neutrino est sa propre antiparticule, mais jusque-là, reste dans l'hypothétique. Enfin, une dernière présentation, excusez-moi, avec le boson Z0. Alors le boson Z0 lui, n'est pas associé à une charge, et en fait c'est une interaction très proche de ce qui va être la classique interaction d'électromagnétisme, à savoir l'émission d'un photon gamma, qui va juste être un transfert d'énergie d'une particule à l'autre. La particule ne va pas évoluer, il va juste y avoir un mouvement d'énergie. Ici en particulier, cet électron va fournir de l'énergie à ce neutrino électronique et va repartir, donc on ne va rien voir en apparence, mis à part une différence d'impulsion, donc une différence entre la vitesse de ce neutrino électronique et de cet électron au départ, une différence entre les énergies. Donc c'est très proche de l'interaction électromagnétique. A noter tout de même une grosse différence, c'est que l'interaction électromagnétique, comme vous le savez sans doute, elle est liée aux charges. Elle peut intervenir donc sur un électron, mais jamais sur un neutrino qui n'a pas de charge. Un boson Z0, lui, il intervient sur tous les leptons, y compris les neutrinos, donc qui sont des leptons non chargés. Donc c'est la seule interaction qui peut intervenir sur les neutrinos. Les neutrinos ont la particularité, et c'est pour ça qu'on les a découverts très tard, de n'interagir avec rien ou quasiment rien, si ce n'est donc ce fameux boson Z0. Et ils peuvent être formés en particulier par ces réactions. Et c'est comme ça d'ailleurs, je l'ai un peu caché, qu'on peut créer de l'antimatière, puisqu'ici on a créé un antineutrino électronique. Malheureusement, comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui il n'y a quasiment que de la matière, et cet antineutrino électronique va quasiment instantanément rencontrer un neutrino électronique et s'annihiler pour exploser sous forme de photon, en quelque sorte. Alors, je vous ai marqué que il y a une violation de la symétrie P et CP. Alors qu'est-ce que la symétrie P? C'est la violation de la parité, qui font que certaines réactions sont possibles et d'autres non. Alors ici, ça fait intervenir un concept de chiralité pour les particules élémentaires. Alors si vous avez fait un peu de chimie organique, vous avez sans doute entendu parler des différentes propriétés des molécules de chimie organique dues à leur chiralité, en particulier des médicaments qui ne sont utilisables que dans le cas où elles sont gauche ou droite. Alors en chimie on utilise S et D pour faire un peu plus scientifique. L'idée c'est exactement la même, c'est qu'un neutrino il a ce qu'on appelle un spin, il va tourner sur lui-même, en pratique il tourne parallèlement, c'est une particule quantique, donc on ne peut pas considérer qu'elle tourne sur elle-même vu qu'elle n'a même pas d'aspect physique. Mais physiquement ça revient même qu'une particule ou une toupie qui tournerait sur elle-même, d'où cette représentation. Et si elle tourne dans un sens, elle va pouvoir interagir, et si elle tourne dans l'autre, elle ne va pas pouvoir interagir. Et même, en fait, on peut montrer qu'elle ne peut pas être créée. En fait, le neutrino droit, qui est le neutrino qui tourne dans le sens inverse du neutrino qu'on connaît, bah, il n'existe pas, il ne peut pas interagir, et surtout, il ne peut même pas être créé. Il n'existe tout simplement pas, et ça, c'est une violation de la parité, parce que la parité, donc, c'est la chiralité, c'est ce qu'on appelle classiquement la transformation dans un miroir plan d'une image. En pratique, la parité en physique, c'est un peu plus compliqué. C'est également, plus précisément, la transformation d'un vecteur en son opposé. C'est x, le vecteur x devient le vecteur moins x. Que se passe-t-il? Et régulièrement, on se contente de dire que c'est tout simplement une image miroir, alors qu'en vérité, c'est une image miroir plus un demi-tour dans le plan de miroir. Je vous laisse y réfléchir. Mais pourquoi on se contente de dire il suffit de prendre l'image miroir? C'est parce que dans la plupart des théories de physique, on suppose que l'environnement est isotrope, que donc il n'y a pas d'affectation physique par rotation, par demi-tour. Et en pratique, on sait très bien que si je lance un caillou en avant, ou que si je fais demi-tour et que je lance le caillou en arrière, le phénomène physique est le même. Alors, c'est un peu faux en mécanique quantique, puisque en réalité, les champs, et en particulier les champs liés à la gravitation, ne sont pas isotropes et uniformes. Donc c'est un peu plus complexe que ça, la parité, mais en tout cas, on peut montrer qu'elle est violée, et qu'il n'y a que les neutrinos gauche qui existent. Et cette violation, elle est due simplement et uniquement à l'interaction faible. Et en fait, on peut montrer que l'interaction faible, elle a aussi tendance à favoriser les électrons gauche quand elle les forme, puisque je vous ai montré qu'elle pouvait former des électrons, mais dans de plus faibles quantités, on forme également des électrons droits. Par contre, on ne peut pas former de neutrinos droits. Et c'est cette absence de parité qui est une première différence entre la matière et l'antimatière, puisque le neutrino ne va pas être exactement similaire à l'antineutrino. Et après cette violation de parité, il y a une deuxième violation qui a lieu,
Donc c'est cette fois la violation de charge, c'est le C. Donc il y a une symétrie P, mais normalement il y a aussi une symétrie CP qui est d'ailleurs vérifiée par les autres interactions, et donc pas par l'interaction faible. Et en fait cette violation de charge elle est tout simplement due au fait même que l'interaction faible transforme la matière. Ce que ne font pas les autres interactions, elles agissent dessus. Elles ont tendance en fait à créer une liaison entre deux charges. C'est le cas de la gravitation qui fait que deux charges vont se tourner autour, en tout cas que la plus légère va tourner autour de la plus lourde. Et en pratique, la plus lourde va légèrement tourner également. En réalité, elles vont tourner toutes les deux autour de leur centre de gravité, peu importe. Et également qu'il y a une attraction et qu'il peut y avoir l'électron qui tourne autour du proton pour l'électromagnétisme. Et également les interactions qui ont lieu dans l'interaction forte, ce qu'on a vu, qui explique que les quarks up chargés plus ne peuvent pas s'enfuir du proton. Mais ici c'est un peu plus compliqué, ça n'interagit pas comme une sorte de charge attractive entre deux particules. Cette interaction elle a un effet de transformation, en tout cas le W plus et le W moins, et ça transforme également la charge. On a vu tout à l'heure quand je vous ai montré un tableau qui montrait un peu en quelle particule transforme quelle particule, que par exemple un électron se transformait en neutrino électronique, et que carrément un quark down se transformait en quark up. Donc on passait d'une charge négative à une charge positive et vice versa. Et donc ces deux violations de symétrie, qui sont uniquement dues à cette interaction faible, elles vont engendrer des dissymétries entre la matière et l'antimatière. La matière a petit à petit, ce que j'ai mis là, avalé l'antimatière, et aujourd'hui on a peut-être, je pense, de tête une partie par milliard d'antimatière, en pourcentage, donc en partie par milliard. Je vous laisse rechercher ce que c'est, mais en fait, au lieu de diviser par 100, vous divisez par 1 milliard. Et voilà, c'est un peu à ça que c'est dû, et j'espère que ça vous a un peu expliqué d'où vous venez, qui vous êtes, et qu'on a beaucoup de chance que cette symétrie soit ici violée, parce que sinon on se désintégrerait instantanément. Alors je vous laisse poser vos questions dans les commentaires, puis dans le prochain épisode, je pense qu'on abordera l'interaction électromagnétique plus en détail, avant d'essayer d'avoir une première approche de la gravitation. Et enfin, je vous le promets, un épisode entier sur les particules élémentaires avec l'exhaustivité des particules qu'on connaît. Alors je vous donne un petit indice, de tête il me semble qu'il y en a 62 à vérifier. Et puis on verra réellement comment interagissent ces interactions les unes avec les autres. Ce qu'on n'a pas vraiment fait, en particulier ici où, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on peut difficilement expliquer l'interaction faible sans rentrer dans le modèle de l'interaction électrofaible, qui est un modèle quantique, qui explique parfaitement le phénomène à toutes les énergies, mais qui lie forcément le champ électromagnétique et le champ d'interaction faible. À noter que j'en ai pas parlé dans la vidéo sur l'interaction forte, mais on a également une quantification de l'interaction forte qui explique plus en détail comment elle fonctionne. Donc pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle la chromodynamique quantique. Voilà, je vous laisse chercher sur Google. Et on verra que malheureusement, cette interprétation physique quantique de l'interaction, elle n'existe pas pour la gravitation, ce qui fait que aujourd'hui, on n'a pas une théorie du tout, un ensemble, puisque la gravitation telle qu'on la connaît ne décrit que les choses à grande échelle et ne peut donc pas être employée pour les choses à petite échelle, en particulier les particules élémentaires, où il faudrait une description quantique de cette théorie einsteinienne, je le rappelle. Voilà, merci.